On tient à remercier Best Buy, fournisseur officiel pour tout l'équipement technologique du studio de la Commission athlétique. Radar, le podcast. Avec Pierre Lebrun et Anthony Desaulniers. 30 octobre 2024, en cette veille de l'Halloween, bienvenue au 6e épisode de Radar. Qu'est-ce qui se retrouve sur le radar de Pierre Lebrun? Mais on l'accueille dans ce podcast. Comment ça va, Pierre? Ça va 100%, Anthony. Et toi? Ça va bien, ça va bien. En plus, la semaine dernière, tu as lâché une petite bombe là, sur les réseaux sociaux. Tu as avancé que Kent Hughes était à la recherche d'aide. Ça ne prend pas beaucoup là, pour faire dérailler le marché de Montréal. Qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet-là, Pierre? Bien, j'espère que les gens y ont écouté le contexte que j'ai envoyé ça parce que j'ai fait très attention de la façon que j'ai livré la nouvelle. Je ne voulais pas donner l'impression que le Canadien était proche d'un échange. J'espère que le monde a compris que de la façon que j'ai dit ça. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est que quand je parlais aux autres équipes alentour de la Ligue, le nom de Kent Hughes rentrait souvent. Il faisait ses appels. Ça me donnait l'impression que ce n'était pas quelque chose qui pressait, mais que Kent Hughes voulait être sûr qu'il comprenait c'est quoi qui était sur le marché à l'avance. Lorsque ses collègues vont être prêts à faire des échanges, puis à ce temps-ci de l'année, habituellement, les équipes ne sont pas vraiment prêtes. On sait pourquoi, la fonds salariale, etc. Mais Kent Hughes faisait ses études. Il voulait être prêt. Alors, c'est ça que j'ai livré comme information. C'est sûr que les gens ils ont pris ça et ont viré ça d'autres façons. Là. Mais en même temps, puis je l'ai dit, puis je vais le dire encore, c'est sûr que le début de saison du Canadien, je pense qu'il est décevant pour la direction du Canadien à un certain niveau. On ne pensait jamais aux séries, là. Avec le Canadien, je pense qu'on comprend ça, mais on voulait avoir une saison quand même plus compétitive. On va prendre une grosse étape. Puis je pense que le début de saison décevant a quand même, je crois, à motiver Kent Hughes à commencer à faire ses appels. C'est là que j'ai laissé ça. Là. C'est sûr que dans le marché du Canadien, ça a pris 4-5 différents coins avec ça. Là. Ouais, mais c'est vraiment là que j'ai laissé ça. Puis écoute, l'autre chose avec le Canadien, c'est quelque chose qui pourrait améliorer l'équipe. Ils sont prêts à le faire, que ce soit en avant ou à défense. D'ailleurs, je sais qu'il y a des gens qui pensent à un ou l'autre. Moi, je pense que le Canadien est ouvert à tout. Mais en même temps, ce qui est difficile pour le Canadien, c'est qu'on ne peut pas juste aller chercher un joueur. Il faut qu'un joueur sorte. Parce qu'on est très tôt au cap. Fait que c'est ça qui est délicat à ce temps-ci de l'année. C'est plus facile à faire des échanges de même, plus proche du 7 mars, quand le plafond salarial est moins difficile à gérer. Puis je comprends que le Canadien s'intéresse à tout, mais est-ce que tu penses qu'il y aurait quand même un aspect qui est plus favorisé qu'un autre? Est-ce qu'on regarderait plus pour un attaquant, pour un défenseur, pour un gardien? Parce que même les gardiens, ces temps-ci, ça va pas super bien, ou on est vraiment ouvert à s'améliorer à toutes les positions coûte que coûte? À toutes les positions. C'est ça l'impression que j'ai eue quand je parle aux équipes, parce que des fois, tu entends un joueur d'avant avec un certain appel que j'ai eu la semaine passée. Ensuite, j'ai un autre appel, c'est à défense. Fait que c'est pour ça que je pense que tu as vu des reportages de tout partout. Parce que je pense que le Canadien est ouvert à tout. Okay. C'est pour ça que c'est difficile à mettre tes mains alentour de ça. Là. Mais encore une fois, je veux stresser. Faire les appels puis faire tes recherches sur le marché, c'est différent qu'être prêt à faire une transaction aujourd'hui. C'est sûr que le Canadien le ferait aujourd'hui s'il pourrait. Mais c'est difficile à ce temps-ci de l'année. Tout ça dans un contexte, Pierre, je présume, d'aider la formation à court et à long terme. Tu l'as mentionné en début d'allocution, le Canadien ne vise pas nécessairement les séries. Cette année, oui, on voudrait être plus compétitif, mais on ne veut pas aider l'équipe à court terme, puis si ça ne nous aidera pas à long terme, c'est bien ça que tu avances. Oui, absolument. On ne va rien faire chez le Canadien de ce que j'apprends qui va faire mal à la vision à long terme. La vision à long terme gagne toujours, présentement. Alors, c'est quelque chose qui peut aider à court terme aussi, c'est sûr. Mais, tu sais, on n'ira pas, je pense, échanger un choix de première ronde pour quelqu'un qui va juste jouer le restant de la saison. Ça, c'est sûr. Ouais. Fait qu'il faut comprendre le contexte de ce qu'on regarde. Mais, tu sais, écoute, la blessure à l'année fait mal. Tu sais, dans le top 6, est-ce que la deuxième ligne fonctionne? Est-ce que l'équipe est assez bonne défensivement? Le timing n'est pas trop bon après le match contre Seattle hier soir. Là, mais tu sais, c'est toutes des questions véritables, là, c'est sûr.
Mais je trouve ça intéressant que tu amènes le match géant, Pierre, parce que ça peut quand même, à certains moments, il y a peut-être des directeurs généraux qui sont plus émotifs et qui vont réagir sur le coup de l'émotion. Une défaite comme hier de 8-2, suivie à la défaite de la semaine dernière contre les Rangers de New York, est-ce que ça encourage ou ça décourage Kent Hughes à bouger? Dans le sens que, est-ce que ça le motive à vouloir améliorer son équipe parce qu'il doit absolument effectuer quelque chose? Ou il se dit, ça vaut pas la peine, je laisse la reconstruction poursuivre son cours, puis on verra où est-ce que je peux améliorer l'équipe, encore une fois, dans un aspect de vendeur à la date limite, puis l'été prochain, on voudra ajouter. Bien, habituellement, quand je réponds à cette question-là, quand quelqu'un me demande sur un certain directeur général, je regarde l'histoire du directeur général. Il y a certains gérants qui, des fois, vont agir avec émotion ou vont agir peut-être parce que la pression du propriétaire, ça, c'est très important dans le hockey 2024. Les propriétaires sont bien plus impliqués dans leur équipe qu'ils étaient il y a 30 ans, je peux te dire ça. Mais le problème d'essayer de prédire ou de répondre à ta question sur Kent Hughes, c'est que Kent Hughes, c'est la première saison où on veut gagner des matchs. Fait qu'il n'y a pas vraiment... Je ne peux pas regarder son histoire comme DG. Il n'a jamais été DG avant le Canadien pour dire que c'est le même qui agit quand il y a des moments de même. Parce qu'avant cette année, c'était pas grave les grosses défaites. C'était le rebâtissage à 100%. En fait, secrètement, les défaites étaient presque encouragées d'une façon, là, parce qu'on voulait être au début du repêchage, etc. C'est différent cette année. Le Canadien veut prendre une étape, veut être meilleur. Puis je pense que c'est décevant au début de la saison. Alors, mais je ne peux pas te prédire comment Kent Hughes va agir parce qu'il n'a jamais été dans cette position comme DG dans la Ligue nationale où là, il y a de la vraie pression. Est-ce que tu penses qu'il y a de la panique présentement derrière les portes closes du Canadien, que ce soit au deuxième étage, que ce soit chez le personnel d'instructeur? Je pense pas. Non. Vraiment, là, je crois pas. Surtout que Jeff Gordon, c'est le boss de Kent Hughes aussi, puis Jeff Gordon a beaucoup d'expérience. Je pense qu'on a compris que cette année, oui, on voulait prendre une grosse étape chez le Canadien, mais je pense pas qu'il y ait personne dans l'organisation du Canadien, vraiment, là, qui pensait les séries. C'est dur à entendre ça dans le marché du Canadien parce que c'est la patience de rebâtissage, c'est difficile. Surtout que, probablement, chez certains partisans du Canadien, tu commences à avoir peur que quand tu regardes tes cousins à Ottawa, tes cousins à Buffalo, puis tu comprends qu'eux autres, ça fait bien plus longtemps que toi que le rebâtissage s'est fait, puis qu'il n'y a pas de garantie dans la vie. C'est sûr que je comprends les partisans, certains partisans du Canadien, peut-être qu'ils sont frustrés présentement. C'est pas le fun de se faire battre 8-2 à la maison par le Kraken de Seattle. Puis même chose avec les Rangers la semaine avant. Mais en même temps, parce que Jeff Gordon, il a tellement d'années d'expérience entre ses années à Boston, ses années avec les Rangers. Moi, je trouverais ça bien surprenant s'il y a de la panique. Je pense qu'on comprend qu'est-ce qu'on fait. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être déçu. Mais je pense qu'on comprend c'est quoi la vision. C'est pas la seule formation qui cherche à transiger. Il y a plein d'équipes qui ont des blessures, il y a plein d'équipes qui ont des besoins. Une de ces formations-là qu'on avait identifiées dans les dernières semaines, c'était le club de Utah qui avait perdu Sean Durzi, qui avait perdu John Marino, mais surtout, Pierre, par rapport aux Canadiens de Montréal, qui avaient des grosses aspirations cette année. Eux aussi, ils ont été en reconstruction très longue. Et là, finalement, combiné au déménagement, combiné à l'arrivée dans un nouveau marché qu'on veut conquérir, Ryan Smith, etc., clairement, les résultats doivent être pas mal plus là cette année. Et on a procédé à une transaction dans les dernières heures. Oui, puis ça a été une transaction un peu désespérée avec les blessures à long terme de Sean Durzi et John Marino. Écoute, il faut le dire, c'est deux de leurs 4 meilleurs défenseurs. C'est difficile à remplacer dans la Ligue nationale quand tu perds 2 joueurs qui jouent à 20 minutes par match. Là. Ouais. À l'origine, le plan de Bill Armstrong, qui est DG à Utah, c'est d'essayer de voir si à l'interne, on était capable de survivre ça. Puis les résultats ont été terribles, franchement. Alors, on a été désespérés d'aller chercher Olli Maatta hier soir, mardi soir. Écoute, Olli Maatta, c'est pas le Olli Maatta d'hier, là, mais au moins, c'est un vétéran que tu peux avoir un peu plus de confiance dans l'alignement, peut-être qu'un jeune qui n'est pas prêt. Mm-hmm. Puis je ne crois pas qu'Utah, présentement, on espère qu'ajuster Maatta va aider, comme un band-aid, on va dire en anglais, jusqu'à temps que Marino revienne. Marino, on pense qu'il revient à l'entour du 1er février. Durzi, ça va aller jusqu'en début avril. Alors, c'est vraiment Marino qu'on attend, là. Est-ce que Maatta peut faire la job dans le top 4 jusqu'à temps que Marino revient? C'est ça qu'on espère
chez Utah. Mais tu as absolument raison, Anthony. Si ça serait l'année passée en Arizona, moi, je pense qu'on ne transige même pas parce qu'on dit on va aller chercher un autre choix de repêchage dans le top 10, mais c'est fini cette affaire-là. Ryan Smith, le propriétaire, j'ai parlé, j'ai fait quelques entrevues avec Ryan Smith dans les derniers 12 mois. On ne parle pas des séries non plus, là. Mais on espère, dans notre première saison, d'avoir un spectacle pour un nouveau marché, puis d'être dans les matchs, puis de gagner des matchs. Alors, il y a de la pression sur la direction de Utah d'essayer de rester dans le mix. Et l'autre chose aussi, c'est qu'on a changé un choix de troisième ronde pour Mata. C'est un choix de troisième ronde qui est aux Rangers de New York. Alors, quand tu regardes tous les choix de repêchage qu'Utah a encore à cause de tout le rebâtissage avec Arizona, ça fait aucun mal à Utah qu'on vient de changer un choix de troisième ronde qui est aux Rangers de New York. C'est comme quasiment un choix invisible pour Utah. Ils ont tellement de jeunes qui s'en viennent dans le système que je ne savais pas comment ils vont faire de la place pour tous les jeunes espoirs à Utah dans les prochaines années parce qu'ils ont repêché tellement de joueurs dans les dernières années. Oui, puis ils s'en servent à juste titre. Connor Geeky, qui te permet de mettre la main sur Sergachev, c'est comme ça que tu deviens une équipe aspirante parce que tu tires avantage du fait que tu as bien repêché dans les dernières années pour passer à un autre niveau. Mais là où est-ce que j'ai une question pour toi, Pierre? Lorsque Michael Andlauer a pris les rênes des Sénateurs d'Ottawa, c'était pas nécessairement ses hommes qui étaient en place. Puis éventuellement, Pierre Dorion et DJ Smith ont quitté. Est-ce qu'il y a de la pression sur Bill Armstrong et sur André Tourigny d'avoir des résultats à Utah cette année ou on va accepter qu'on batte encore de l'aile si jamais ça ne fonctionne pas? Oui, bien écoute, je pense qu'André Tourigny, en tout cas, je vais regarder ça tout de suite parce que je ne veux pas donner des informations qui ne sont pas... je pense qu'il a signé un nouveau contrat cet été. Puis je ne sais même pas si ça a été annoncé. Mais je pense qu'on voulait faire sûr avec Utah qu'il y avait comme du calme avec les gens qui étaient dans les positions clés avec Utah parce que, justement, on ne voulait pas que les gens pensent on déménage, puis là, on n'est pas sûr de notre job, etc. Fait que, je vais juste regarder ça. J'ai une page de contrat d'entraîneur. Tu as des secrets du métier, dans le fond, là. Non, c'est pas des secrets. C'est juste, je garde les informations sur les entraîneurs parce que c'est plus difficile à... André Tourigny. Une minute, Utah. J'ai été à l'Arizona. Faut que je m'habitue à Utah. Oui. Alors, pour André Tourigny, c'est la première saison d'un contrat de 3 ans qu'il est signé. OK. Fait que, je pense qu'il y a du calme avec Tourigny, Armstrong. On voulait que tout le monde comprenne que vous déménagez, on vous fait confiance. Let's go. Fait que c'est important de noter ça. Oui, puis c'est encore un collaborateur ici à BPM Sport, puis c'est une méchante bonne personne, André Tourigny. On lui souhaite le meilleur, puis on espère qu'il soit en mesure de bien rebondir avec sa formation. Pierre, avant qu'on poursuive, juste à mentionner que c'est sur ubet.io qu'on retrouve les meilleures cotes de la Ligue nationale de hockey. Si jamais vous avez envie de faire un peu de sous, ubet.io. Un qui n'a pas nécessairement besoin de se tourner vers ubet.io pour faire des sous, c'est Jeff Vinik. Vendre du Lightning à Tampa Bay. 1,8 milliard, Pierre. Je pense qu'il va être correct pour la fin du mois. Oui. Ça a été annoncé. En fait, c'est bizarre l'équipe ont annoncé ça seulement cette semaine parce qu'en fait, Gary Bettman avait confirmé la vente le 1er octobre à la réunion des gouverneurs à New York quand j'étais là. Alors, je ne sais pas pourquoi il y a eu un délai, là, mais les gouverneurs, les propriétaires nationaux avaient voté sur cette vente le 1er octobre lorsque les gouverneurs se sont rencontrés à New York. Alors, c'est une vieille nouvelle d'une façon, mais avec un nouveau spin. Je parle de Lightning peut-être. Mais c'est intéressant parce que Jeff Vinik, c'est un des grands propriétaires nationaux. Son travail avec la Lightning est incroyable. Il a sauvé la franchise, premièrement. Ensuite, je ne sais pas si tu as déjà été à un match à Tampa, mais toute la région alentour de Amalie Arena, tous les hôtels, c'est tout Jeff Vinik qui opère et c'est lui qui est propriétaire des hôtels aussi. Il a tout développé la région alentour de l'Arena. Alors, il a fait du travail qui va aider la franchise pour plusieurs années. Fait que moi, ça m'a surpris qu'il a voulu sortir de tout ça. Il a ses raisons. Il va rester il va avoir une voix dans l'équipe là, pour 5 ans. C'est un contrat assez intéressant qu'ils ont fait. Mais à la fin de la journée, on parle de Jeff Vinik parmi les propriétaires nationaux. Puis
je pense que c'est décevant à un certain niveau pour Gary Bettman parce que c'était un des grands pour lui. Ben, honnêtement, moi, le geste qu'il a posé, il a pris 20 millions de ce montant-là, il l'a redistribué à 300 employés qui travaillent d'arrache-pied pour lui depuis plusieurs années. On parle des bonnies ici entre 50 et 65 000 $. Pierre, honnêtement, je ne le connais pas personnellement, Jeff Vinik, mais ça m'a vraiment touché au cœur de faire ça. Chapeau, honnêtement. Il est adoré par tout le monde qui travaille pour lui. C'est vraiment un des propriétaires les plus populaires dans la Ligue nationale. C'est sûr que la plupart du temps, quand j'entends dans les coulisses des histoires de certains propriétaires exonales, habituellement, c'est négatif. C'est des propriétaires émotionnels, des propriétaires qui se mêlent trop dans les affaires. Jeff Vinik, j'ai jamais entendu rien de même avec lui. C'est un des grands propriétaires de la Ligue et puis ça me surprend pas qu'il ait fait ça. Avec cette vente-là, on pouvait s'attendre peut-être à une majoration des équipes de la Ligue nationale de hockey. C'est sorti dans les dernières minutes sur Twitter. Je ne sais pas si c'était avant, ailleurs, mais selon Sportico, le Canadien... Sportico, je pense. Oui, exact. Le Canadien aurait maintenant une hausse de valeur de 29 % puis se retrouve à 2,9 milliards. Ça commence à faire des sous, là. Ben, c'est pour ça que il y a à peu près un an, on avait fait un reportage sur TSN. Je pense que c'est mon collègue Darren Dreger qui était le premier à sortir de la nouvelle que, selon lui, la prochaine vague d'expansion dans la Ligue nationale, le coût serait 2 milliards. Les gens ont réagi comme ça n'a pas de bon sens, c'est impossible parce que Seattle venait de payer 750 millions. Mais là, tu comprends pourquoi que cette nouvelle-là est sortie. Parce que la Ligue nationale regarde, tu sais, qu'est-ce qui se passe avec les franchises. Les sénateurs d'Ottawa qui sont fait vendre pour... 1 milliard. C'était quoi? C'était 1 milliard, ouais. 1 milliard, américain. Ouais, fait que c'est ça qui se passe dans le sport, là, pas juste dans le hockey, évidemment. Au soccer, dans toutes les grosses ligues à travers du monde. Les gens qui sont riches, ils veulent opérer des équipes. C'est le cachet maintenant, présentement dans le monde. C'est drôle parce que ça me faisait penser lorsque George Gillette a acheté le Canadien quasiment pour rien, tu te rappelles? Ouais. C'est incroyable. Je veux dire, c'est dur à comprendre. Mais les sénateurs, c'est aussi, là, ils ont passé à travers de ça, mais c'est une équipe comme le Canadien avec leur histoire. C'est juste 24 ans, à l'entour de l'an 2000, je pense que c'est arrivé cette affaire-là. C'est incroyable. Si tu pouvais comprendre l'avenir du sport, l'avenir des équipes, il y a bien des gens peut-être qui auraient peut-être rentré là-dedans. C'est sûr. C'est sûr qu'il y a plein de millionnaires qui se mordent les doigts aujourd'hui. Aucun doute là-dessus. Puis même d'un point de vue de Québec, on s'en souvient, lorsque l'expansion de Vegas a eu lieu, on se dit 500 millions US, c'est beaucoup d'argent. On est peut-être mieux d'attendre, peut-être que ça va être moins cher tantôt. Je pense pas qu'un jour, ça va être moins cher que 500 millions US, honnêtement, à la Ligue nationale de hockey. Pierre, on parlait du Lightning. Il faut revenir sur le retour de Steven Stamkos. On en a glissé un mot ensemble la semaine dernière. Ça s'est bien fait. Il a été chaudement applaudi. Super beau vidéo de la part du Lightning. Bel hommage pour leur ancien capitaine. J'ai trouvé ça très bien, moi, Pierre. Oui, ça a été bien fait. Puis, écoute, puis il a fait un propos intéressant après le match. Puis, tu sais, je n'étais pas là, alors je vais faire attention. Peut-être que je ne comprends pas le contexte de ses propos, mais il a dit quelque chose à l'allure de... Ça ne sera pas la dernière fois que vous allez me voir à Tampa. Puis les gens se demandaient ce qui se passait dans ce commentaire-là. Je pense que ce qu'il veut dire, c'est que peut-être qu'un jour, premièrement, ça va être probablement à Tampa, ça va être toujours sa maison après sa retraite. Je pense que peut-être ça fait partie de son commentaire. Mais aussi, peut-être qu'un jour, il va avoir un rôle avec le Lightning après qu'il finisse sa carrière. On verra bien. Mais j'ai l'impression que c'est peut-être ça qu'il voulait dire dans ses commentaires. Mais écoute, ça a été bien fait. C'est sûr que moi, j'aurais aimé, comme Patrick Kane l'année passée, qui avait compté en sortant dans son retour à Chicago, ça a été parfait. Ouais. J'aurais aimé que Stamkos ait une chance de compter en... il y a eu une chance, mais il a manqué son coup. Mais de l'autre côté, Lightning, un petit clin d'œil, mais c'est Jake Guentzel qui passe la rondelle à Nick Paul en sortant pour le Lightning. Jake Guentzel, évidemment, qui a remplacé Steven Stamkos. Alors, ouais, ça a été mouvementé. Ouais, j'ai hâte de voir. Je serais surpris qu'il retourne comme joueur, là, parce que, tu sais, Stamkos, il a quand même 34 ans, va avoir 35 ans en février. Il a signé une entente de 4 ans. On parle après sa retraite, je pense qu'il voulait dire. Ouais, c'est ça. Ouais, ça, je trouve que c'est effectivement pas mal plus plausible. L'autre retour,
L'autre au revoir, peut-être, qu'on a eu droit hier soir, c'est Marc-André Fleury avec le Wild du Minnesota qui était en visite avec les Penguins de Pittsburgh. J'étais content de le voir devant le filet. Si ma mémoire ne me fait pas défaut, l'année dernière, c'est pas lui qui avait eu le départ pour le Wild, ça avait été Gustafsson. Là, c'est Fleury qui l'a eu lors de la période d'échauffement. Photo avec Crosby, Malkin, Le Temps. Belle performance. Quelques arrêts spectaculaires qui nous ont rappelé celui sur Niklas Lidstrom en finale de la Coupe Stanley il y a quelques années, en 2009. Mais ça aussi, chapeau à Fleury. On va s'ennuyer de Marc-André lorsqu'il va prendre sa retraite. Ah, c'est un de mes joueurs favoris dans toute ma carrière, dans le sens de la façon qu'il... c'est tellement une personne, un être humain à 100% positif. Quand tu parles à Marc-André Fleury, tu passes du temps avec. C'est un des gars les plus impressionnants dans toute ma carrière. On peut lui donner j'espère que sa dernière saison va parfaitement pour lui. Ça va être difficile pour lui de jouer souvent avec la performance de Philippe Gustafsson présentement avec le Wild, mais c'est correct. Il savait que c'était pour une année de même pour lui. Puis, écoute, c'est intéressant aussi la façon qu'il a sorti de Pittsburgh. Je ne sais pas si tu t'en rappelles, Anthony. Moi, je me rappelle, j'étais parmi certains journalistes qui avaient comme fouillé là-dedans un peu. Mais quand que Fleury il a fait partie de l'expansion à Vegas, c'était pas tout simplement on va prendre Marc-André Fleury. Non. Qu'est-ce qui est super intéressant, puis ça m'avait été confirmé par la Ligue nationale, c'est que les Penguins avaient rentré dans une entente avec Vegas au mois de mars, à la date limite des transactions, bien avant le repêchage d'expansion au mois de juin. Ça n'avait pas été annoncé au mois de mars. Mais qu'est-ce qui est arrivé, c'est que Jim Rutherford, qui était en charge des Penguins à ce temps-là, il savait qu'il était pour avoir des problèmes de plafond salarial. Puis d'ailleurs, les Penguins qui ont gagné un autre Coupe Stanley cette année-là. Alors, il avait décidé que c'était Matt Murray qu'on gardait sur Fleury. Puis il avait été voir Fleury et son agent Alan Walsh pour dire, écoute, c'est le même que ça va se passer là, cet été. Est-ce que tu serais correct d'aller à Vegas? Puis c'est Marc-André Fleury qui devait prendre la décision parce qu'il y avait une clause de non-échange, etc. Puis finalement, ça avait tout été accepté à la date limite au mois de mars, mais ça a été jusqu'au mois de juin avant d'être annoncé au repêchage d'expansion. Puis c'est incroyable qu'ils ont fait ça de même. Puis je sais qu'il y a aussi des dirigeants d'équipe qui se demandaient, est-ce que c'est correct qu'ils ont fait comme un échange au mois de mars sans l'annoncer? Parce que Fleury est resté sur les Penguins jusqu'à la fin de la saison. C'est vrai. Mais dans le contexte, parce que l'expansion, c'est tellement unique comme situation, la Ligue nationale a été correcte dans le sens que c'était une transaction officiellement qui se passait seulement au mois de juin, pas au mois de mars. Mais disons que l'entente, par exemple, l'entente était faite au mois de mars. Parce que c'est pas comme dans la LHJMQ, ça arrive souvent, on appelle ça des transactions élastiques là, dans mon entourage. Regarde, je vais te donner tel joueur, puis je vais t'envoyer le retour un peu plus tard. Comme ça, pack-toi un club là, pour les séries, puis à la saison morte, là, tu recevras le retour. Je pense pas que c'était ça, effectivement, dans le cas de Fleury. Moi, ça me fascine. Honnêtement, Marc-André Fleury, une des meilleures personnes dans le hockey, mais de la façon qu'il a été traité dans sa carrière. Je suis content de l'apprendre pour les Penguins. C'est quelque chose que je savais pas. Je savais qu'il y avait eu transaction pour qu'il quitte vers Vegas. Puis après ça, à Vegas, on se souvient tous de l'infâme photo d'Alan Walsh sur les médias sociaux. Un aussi bon gars qui a eu ces petites histoires-là qui l'ont suivi dans sa carrière. Ça, de l'extérieur, Pierre, j'ai de la difficulté à me l'expliquer. Ouais, c'est dur à comprendre quand tu comprends comment ses coéquipiers l'adorent. Évidemment, Crosby, Malkin, Le Temps l'adoraient à Pittsburgh, mais ils ont gagné une Coupe Stanley avec Matt Murray. C'est là que la business de la game est difficile. Ils ont été avec le gars qui était plus jeune, puis le gars qui coûtait moins cher sur le plafond salarial. On comprend côté business. Mais à Vegas, surtout, Marc-André Fleury était adoré dans ce vestiaire-là, adoré par les partisans qui avaient trouvé sa nouvelle maison, tu sais. En fait, il avait bâti une très belle maison sur un terrain de golf où Céline Dion, je pense, c'était le même terrain de golf. C'était toute une vie à Summerlin pour Marc-André Fleury. Puis ça a été, je pense, très difficile à gérer pour lui. Est-ce qu'il y avait eu une promesse du propriétaire Bill Foley qui s'en allait pas? C'est dur à dire. Mais c'est malheureux que ça finit de même pour lui, mais en même temps, on va ramener le côté business. Puis, tu sais, je me sens mal pour Marc-André Fleury, mais un des critiques qu'on a chez lui, c'est que des fois, dans les séries éliminatoires, il y a eu des moments assez difficiles. Puis,
un de ses derniers moments pour Vegas, c'était ce qui s'est arrivé derrière son but contre Montréal dans les séries éliminatoires. Puis en 2021, on se rappelle, là, ça a complètement vraiment changé la série pour le Canadien. Et puis, écoute, je ne dis pas que ça fait partie de la raison que Vegas ils ont voulu l'échanger, mais à la fin de la journée, il faut quand même parler du côté hockey aussi. Oui, c'est vrai. Puis tu as raison, là, ce but-là de Josh Anderson a vraiment fait la différence, mais on parle quand même d'une année où est-ce que Marc-André Fleury a gagné le Vizina. Fait que, oui, les problèmes en séries éliminatoires, mais aussi les performances en saison régulière. Un peu ce qui nous rappelle au final Connor Hellebuyck l'année passée. Extraordinaire en saison régulière, puis dératé en séries éliminatoires. Pendant qu'on parle de Fleury, Pierre, mon collègue Martin Lemay, dans le Retour des sportifs, a soulevé une hypothèse que je trouvais vraiment intéressante, puis je serais curieux de t'entendre réagir là-dessus. Fleury, on parle beaucoup que c'est un excellent coéquipier. Et le rôle du troisième gardien dans une Coupe des 4 Nations, oui, il est important, mais ce serait quand même surprenant de voir beaucoup d'actions pour lui. Penses-tu que ce ne serait pas le candidat tout désigné pour venir amener un petit peu cette colle au sein de l'équipe canadienne pour s'assurer que tout le monde est dans le bon état d'esprit? Écoute, je comprends le côté être humain avec ça, c'est sûr, mais la raison que je veux dire non, c'est parce que je pense pas que l'équipe canadienne, les dirigeants de l'équipe canadienne pourraient avoir assez de confiance avec le numéro 1 et le numéro 2 pour être sûr qu'on n'a pas besoin de numéro 3. Ouais. C'est pour dire que ça m'a été expliqué pas mal raidement qu'on va annoncer 3 gardiens le 2 décembre, mais on ne va pas annoncer l'ordre 1, 2, 3 le 2 décembre. On va attendre au 12 février pour annoncer le numéro 1. Dans le 4 Nations. Puis écoute, on a confiance que les gardiens vont être assez bons, là, mais c'est juste pour dire que pas besoin de cacher c'est où la faiblesse de l'équipe canadienne pour la 4 Nations, d'ailleurs, probablement pour les Olympiques. Mais si on annonce, disons, Bennington, Skinner, Montembeault, écoute, ça peut être quelqu'un d'autre, là, mais je te donne 3 noms. Bennington, c'est garanti qu'il va être un des 3. Là. Bon, on ne va pas dire le 2 décembre, Bennington est notre gardien partant. On ne va absolument pas donner l'ordre des gardiens parce qu'on veut voir qui est hot, qui joue le mieux là, au mois de février. Alors, dans ce contexte-là, Anthony, je comprends ce que Martin dit, là, Marc-André Fleury, mais la réalité, c'est qu'on va pas. Le gars qui est pas officiellement le 3e le 2 décembre, sans annoncer, va peut-être le 1er au mois de février. Ça se peut. Sur le rendement. Parce que c'est tellement ouvert, cette compétition de gardiens pour l'équipe canadienne, que je pense pas qu'on peut se donner le droit d'avoir un côté là, émotionnel avec le numéro 3. On va peut-être avoir besoin des 3. Si Fleury était américain puis qu'il était à côté d'Ottinger ou de Hellebuyck ou de Swayman, on n'aurait peut-être pas la même discussion. Parce que là, tu te dis, garde, c'est sûr que ça va être un des deux autres. Mais je comprends ton point qu'au Canada, c'est beaucoup plus ouvert. Avant qu'on poursuive avec la Coupe des 4 Nations, Pierre, ubet.io est marché à 100% sur les matchs de la Ligue nationale de hockey. Et ça, sans commission. C'est donc dire qu'il vous offre les meilleures cotes au monde. Un joueur qui devrait être très important pour le Canada à la Coupe des 4 Nations, Connor McDavid. Une présence de seulement 37 secondes, blessé. On n'a pas de détails. Peut-être qu'au moment où ce podcast va tomber en ligne un peu plus tard ce soir, on en saura plus. Mais Pierre, as-tu des informations à ce sujet-là? Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour le capitaine des Oilers? Ben écoute, je pense que malheureusement, ça va être probablement annoncé par le temps que notre podcast va en ondes. Fait que on ne se fait pas aider par le timing de tout ça. Qu'est-ce que je m'avais fait dire ce matin par quelqu'un chez les Oilers, c'est qu'on était probablement pour avoir une mise à jour en fin matin à Edmonton. Alors, évidemment, nous autres, on est encore au matin ici à Toronto et à Montréal. Mais, alors, je ne veux pas trop dire parce que, franchement, les Oilers voulaient vraiment voir ce que les tests médicaux leur disaient hier soir avant d'annoncer les mises à jour. Alors, je vais faire attention avec ça. On espère que ce n'était pas à long terme. Mais la réalité, c'est qu'avant les tests médicaux hier, les Oilers ne savaient vraiment pas comment c'était pour sortir avec ça. Alors, on verra bien. Puis évidemment, je peux te dire que j'ai texté avec Don Sweeney, qui est le dirigeant de l'équipe canadienne, que lui, évidemment, voulait attendre que les Oilers avaient des tests médicaux pour lui-même appeler Stan Bowman, le DG des Oilers, pour savoir ce qui se passait avec son meilleur joueur pour l'équipe canadienne de la 4 Nations. Alors, je ne veux pas trop en dire plus que ça, mais c'est sûr qu'on peut au moins dire qu'il va rater des matchs d'une façon ou l'autre. Puis, tu sais, je pense qu'on va être correct pour l'équipe canadienne, c'est au mois de février. Oh, ouais, ça, c'est mais sûr. sur le côté des Oilers, le début de saison qui continue d'être difficile. Il y a eu des bons moments, là, mais la grosse perte à Columbus.
Puis, ce qui est un peu bizarre des Oilers, c'est qu'on a de la misère à marquer des buts. Premièrement, ça, c'est bizarre pour une équipe qu'on comprend que l'offensive, c'est leur numéro 1. Malgré du fait que, quand on regarde les chiffres avancés, les statistiques avancées, les Oilers sont parmi les meilleures formations pour des chances de marquer, etc. C'est juste que ça ne rentre pas. Mm-hmm. Alors, ça donne l'impression qu'on doit être patient puis pas paniquer parce que les statistiques avancées nous disent que les Oilers, ça va déclencher. Mais là, on perd le meilleur joueur au monde. On ne sait pas pour combien de matchs, là, mais ça aide pas. Ça, c'est sûr. Ben, tu peux pas passer d'une saison de 54 buts, Zach Hyman, à un seul point en 10 matchs. Tu sais, je veux dire, c'est sûr qu'à un moment donné, la loi de la moyenne va revenir, puis ça va se replacer. Cela dit, McDavid, sauf erreur, l'année dernière, j'ai trouvé qu'on avait précipité son retour pour participer à la Classique Héritage. Tu sais, ça semblait important pour lui. Il ne semblait pas à 100%. Il avait eu quelques matchs après ça qu'il avait été blanchi, comme s'il traînait quelque chose. J'ai hâte de voir comment on va gérer ça chez les Oilers, parce que là, on ne peut pas se permettre d'attendre trop longtemps, là. On a un autre mauvais début de saison et on aura besoin du meilleur joueur au monde. Comment est-ce qu'on va être capable de gérer à travers tout ça dans le court terme ou dans le long terme? Ça va être intéressant à surveiller, Pierre. Coupe des 4 nations, c'était entretenu avec Jiri Lehtinen, le directeur général de la Finlande. Pas évident d'occuper ce rôle-là, alors qu'il ne l'est même pas en Amérique du Nord. Non, mais écoute, il m'a dit qu'il s'en vient voir des matchs de la Ligue nationale en mi-novembre. Alors, il va passer, je pense, 10 à 14 jours ici pour voir des matchs live. Mais pendant ce temps-là, c'est sûr qu'il est très heureux d'avoir Jarmo Kekalainen, l'ancien DG des Blue Jackets, ici en Amérique du Nord. Kekalainen se promène pas mal et regarde plusieurs matchs à la Ligue nationale pour prendre des informations pour Lehtinen. Évidemment, Lehtinen, comme il a dit en Finlande, il se lève à chaque matin et regarde beaucoup de vidéos des matchs nationaux. Mm-hmm. Alors, il semble être confiant de leur processus, mais il va quand même venir lui-même. Puis une des choses qu'on a discuté, c'est que, puis moi, je dois te dire, si c'est pas évident, là, moi, j'adore le hockey à ce niveau-là. Je couvre ça depuis Salt Lake City derrière moi, Martin Brodeur. Le hockey best en best, comme on dit en anglais. J'ai couvert Salt Lake, la Coupe du Monde en 2004, à Turin en 2006. C'était incroyable de voir la Suède gagner la médaille d'or cette année-là. J'ai fait aussi Vancouver 2010, Sochi 2014. C'est un hockey tellement différent de qu'est-ce qu'on voit le jour dans notre vie à la Ligue nationale. Et puis qu'est-ce qui est évident, c'est que c'est tellement important pour les joueurs. Les joueurs veulent tellement participer au hockey à ce niveau-là parce que ça fait partie de leur carrière que c'est différent de toutes les choses qu'ils font. Alors, je fais juste mentionner ça parce que une des discussions qu'on a eues, Jiri Lehtinen et moi, c'est que dans l'histoire de la Finlande, il croit, et je suis d'accord, mais évidemment, son opinion est plus importante que la mienne, que c'est le plus de profondeur qu'on a au centre dans l'histoire de la Finlande. C'est quand même un pays avec toute une histoire au hockey. Mais quand tu penses à Alexandre Barkov, Sébastien Aho et Rupi Heinz, 1, 2, 3 au centre, on n'a jamais eu ça dans l'histoire de la Finlande. Oui, on a eu Saku Koivu, Olli Jokinen, mais jamais 1, 2, 3 à ce niveau-là chez les centres. Alors ça leur donne beaucoup d'espoir qu'ils vont être capables peut-être à faire le gros upset au mois de février, mais on est d'accord là, que c'est aussi toutes les discussions pour la vision, ça fait partie de l'Italie 2026 des Olympiques. On pense vraiment comment on utilise les 4 nations pour se préparer au meilleur pour les Olympiques en 2026. Le négatif pour la Finlande, c'est qu'après Miro Heiskanen, qui est un des meilleurs au monde, et Seth Lindell et Mikola en Floride, on a beaucoup moins de profondeur à la défense en Finlande. Alors, ça va être plus difficile vraiment de décider sur ce côté-là. Va-tu falloir prendre un Ristolainen à cause de son expérience de Philadelphie? C'est qui qu'on va rentrer là pour la troisième vague à la défense? Ça, c'est là que la faiblesse de la Finlande. Mais évidemment, dans les buts, il y a aussi Saros. On est pas mal confiant dans ses habiletés. Fait que, ça va être intéressant parce que, tu sais, on se concentre pas mal comme journaliste en Amérique du Nord sur le Canada et les États-Unis. Les États-Unis, ça va être leur meilleure équipe dans l'histoire, je pense, du hockey. Au moins sur papier. Mais la Finlande peut se reprendre. C'est pour ça que la 4 nations est intéressant comme un petit projet avant les Olympiques. Parce que, tu sais, on pense dans notre tête, ça va être Canada et États-Unis en finale, Canada et États-Unis. Hey, la Suède, la Finlande, on va dire quelque chose. Puis en fait,
Hier, j'ai fait une entrevue. Je n'ai pas encore passé mon papier, mais j'ai fait une entrevue avec l'entraîneur-chef de la Suède, Sam Hallam. Et lui, c'est différent que la Finlande, puis les États-Unis, puis le Canada. C'est l'entraîneur-chef en Suède qui décide qui fait l'équipe. Alors, c'est un peu différent en Suède. C'est lui qui décide. C'est lui qui vraiment qui est directeur gérant et entraîneur-chef, finalement, à la fin de la journée. Lui, son casse-tête, c'est le contraire de la Finlande à la défense. C'est qu'ils ont trop de bons défenseurs en Suède, puis on va laisser de côté des gros noms. Alors, la Suède ont déjà nommé Victor Hedman, Gustav Forsling et Erik Karlsson. Alors, il reste juste 4 noms à nommer sur la défense de la Suède parce qu'on peut juste prendre 7 défenseurs pour la 4 nations. Puis je dois regarder mes notes d'ailleurs. Mais je vais lire des noms. On peut juste prendre 4 autres défenseurs pour la Suède. Les candidats sont Rasmus Andersson, Rasmus Dahlin, Mattias Ekholm, Jonas Brodin, Hampus Lindholm, Oliver Ekman-Larsson, Adam Larsson, Philippe Broberg. 9 noms, juste 4 qui fait l'équipe. Ouais. On est d'accord, Rasmus Dahlin, probablement 100%, probablement Ekholm, Lindholm. Mais là, Rasmus Andersson, c'est un droitier. Les Suédois, ils ont seulement Erik Karlsson et Andersson qui sont droitiers, à part Adam Larsson, dans tous les noms qu'on vient de mentionner. Puis Hallam m'a dit que c'est un autre aspect. Là. C'est sûr que les gauchers peuvent jouer à droite, mais ça aide probablement la cause à Rasmus Andersson qui connaît un bon début de saison de Calgary. Mais ça veut dire qu'il va y avoir des noms assez importants qui ne feront pas la ligne bleue de la Suède. Et puis, c'est un bon problème à avoir. J'aurais écarté Erik Karlsson, moi, là-dedans. Je suis un peu surpris qu'on l'a, tu sais, avant Dahlin. Ils l'ont nommé au mois de juin. Oui, c'est ça. Exact. Ça revient à ce qu'on a déjà discuté. On se peinture un peu. Dans un coin, mais tu m'apprenais un peu plus tôt. Daniel Alfredsson va pouvoir donner un coup de main à la Suède. Ça, c'est quand même intéressant là, pour la formation suédoise. Oui, alors Sam Hallam m'a dit que déjà qu'il parle souvent de Daniel Alfredsson. Il dit premièrement, Alfredsson a joué dans 5 Olympiques. C'est sûr qu'on va vouloir avoir son influence sur notre formation, mais Hallam m'a donné un indice que peut-être même on va vouloir avoir un rôle plus officiel pour Alfredsson avec l'équipe suédoise, mais il n'y a rien d'annoncé jusqu'à temps. Mais évidemment, qu'est-ce que Hallam aime? Parce que lui aussi, Sam Hallam est en Suède, il n'est pas en Amérique du Nord, malgré du fait qu'il vient de passer, il a dit, il vient de passer 10 jours en Amérique du Nord. Il était à 2 matchs des Maple Leafs, puis je pense 2 matchs des Red Wings. Hallam dit que Alfredsson est sur le banc des Sénateurs à chaque soir. Alors, il voit nos joueurs. Réellement, c'est du banc des Sénateurs. Alors ça, c'est très important pour aider Sam Hallam. L'autre gars qui l'aide beaucoup, c'est son directeur adjoint officiellement sur l'équipe Suède, Patrick Hornquist, l'ancien des Panthers, qui travaille encore pour les Panthers de la Floride. Hornquist, c'est le directeur adjoint de Sam Hallam pour la Suède. Alors, tu sais, Sam Hallam, c'est un gars qu'on ne connaît pas vraiment comme entraîneur-chef de la Suède. C'est un jeune entraîneur qui même en Suède, comme une histoire un peu inconnue. Ça fait depuis 2022 qu'il est entraîneur-chef de l'équipe nationale en Suède. C'est lui qui décide cette équipe d'étoiles de la Ligue nationale. Fait que je pense que ça va être un des noms durant les 4 nations pour les Olympiques. Je pense que les partisans de hockey au Canada vont vraiment vouloir en savoir un peu plus parce que c'est peut-être un gars qu'un jour va se trouver dans la Ligue nationale comme entraîneur-chef. Pierre, mini de retour en arrière. Tu as beaucoup parlé des centres, des défenseurs et des gardiens pour la Finlande. Je vais t'amener sur 2 alliés. Est-ce qu'on a des chances de voir soit Patrik Laine ou Joel Armia dans un rôle de soutien? Parce que c'est important d'avoir des joueurs qui protègent la rondelle, qui jouent en désavantage numérique au sein de la formation finlandaise. Est-ce qu'on pourrait voir un des 2 membres des Canadiens? Je te dirais qu'il y a des meilleures chances probablement pour Armia pour des raisons assez... on le sait, Laine est blessé. Sur le côté d'Armia, ce n'est pas un gros nom, mais je peux dire que Kekalainen, en particulier, regarde le Canadien très, très prochement à cause d'Armia. Justement, tu viens de la mentionner, Armia tue des punitions, mais aussi un gros gabarit. Puis je sais que sur l'équipe de la Finlande, on t'inquiète un peu qu'on n'ait pas une grosse équipe comparée aux 3 autres équipes. Alors, le côté physique d'Armia, comme tu as dit, la façon qu'il protège la rondelle, je pense que c'est des éléments qu'on aime beaucoup chez les dirigeants de la Finlande. Je ne suis pas prêt à dire qu'il va faire l'équipe à 100%. Il est parmi les noms qu'on regarde chez la Finlande. Sur le côté de Laine, quand j'ai demandé à Jari Lehtinen directement sur Laine, ça n'a pas été une réponse. Ça a été une réponse difficile, je pense, pour lui de répondre. Premièrement, il a dit que j'ai besoin d'autres informations. Je ne peux pas te dire présentement où que ça va aller avec Patrik Laine.
j'ai l'impression que qu'est-ce qu'il ne voulait pas dire, mais c'est moi qui vais le dire, c'est que parce que Patrick Laine n'a pas joué beaucoup de hockey dans les derniers 12 mois, que c'est difficile à lui faire confiance là, avec sa blessure et tout ça. T'sais, on va avoir des gars qui arrivent au mois de février, qui s'en vont à 5000 à l'heure, puis qu'on peut être sûr de leur rendement. Puis j'ai l'impression qu'on manque un peu de confiance. C'est sûr on espère que tout va bien pour Patrick Laine sur le côté être humain et tout ça. Mais le 2 décembre, est-ce que Laine va être dans l'alignement? Moi, je crois que non, mais on verra. League to Go, vous êtes tanné de chercher des remplaçants, tanné de courir après votre argent. L'application League to Go gère ta ligue de balle ou encore ta ligue de hockey. Statistiques, classement en ligne, remplacement automatique ou joueur absent. Concentre-toi sur le jeu. League to Go va s'occuper du reste. Pierre, le temps file. Je te propose d'y aller avec un commentaire soit rapide ou de te concentrer sur un des trois. Un de ces trois joueurs qui a signé un gros contrat au cours des dernières semaines, des derniers jours. Alexis Lafrenière, 7 ans, 7,45 millions. Chez Theodore, 7 ans, 7,425 millions. Et finalement, Jake McCabe, 5 ans à 4,5 millions. Lequel des trois t'as envie de nous parler? Ben écoute, on va commencer avec Lafrenière parce que moi, qu'est-ce qui m'intéresse dans ce dossier-là, c'est que je ne suis pas convaincu, sur le côté de Lafrenière et son agent Olivier Fortier, qu'on devait agir vite de même. Moi, j'aurais peut-être attendu parce que Lafrenière vient de connaître une grande saison l'an passé, c'est son éclosion. Mais ça se peut très bien que ça continue encore à un autre niveau cette année. Moi, je pense que la patience dans ce dossier-là aurait aidé la cause de Lafrenière d'aller chercher encore plus que 7,45 millions par année. Mais je comprends que sur leur côté, c'est soulageant d'avoir ce gros contrat. On sait que notre avenir est avec les Rangers. C'est sûr que c'est des aspects importants pour Paul Alexis. Puis l'autre chose là-dedans, je crois, c'est que même au fait que peut-être Lafrenière va chercher un 70 points cette année, puis ça aide sa cause dans le contrat. La réalité, c'est que les Rangers, je suis convaincu, ont donné l'image à Lafrenière pour son agent. Si on signe Shesterkin, disons, on ne sait pas c'est quoi le chiffre, là, mais si on est capable à la fin de la journée, avant le 1er juillet, de signer Igor Shesterkin, voici qu'est-ce qui reste dans notre plafond salarial. Exact. C'est sûr, c'est ça qui est arrivé. Puis je pense que sur le côté de Lafrenière et son agent, on a dit, écoute, ça ne donne rien d'attendre parce que la réalité, c'est que c'est ça qu'ils ont dans leur plafond salarial pour nous autres, puis ça ne changera pas. Oui, puis je suis sûr que Chris Drury est content d'enfin mettre des morceaux dans le puzzle, là, parce que ça peut être un petit peu épeurant de voir autant de gros morceaux qui ne sont pas signés pour la suite des choses. Peu importe le montant. Maintenant, tu sais avec quoi tu as à composer pour la suite des choses, donc 7,45. Jake McCabe, 4,5, mais contrat différé. Ça, est-ce que tu penses que, Pierre, ça va devenir une tendance dans la Ligue nationale? Je ne crois pas que ça va devenir une tendance. J'en ai parlé avec Bill Daly récemment. Puis Bill Daly, évidemment, la Ligue nationale garde un œil tout proche là-dessus. C'est les Hurricanes ont commencé ça durant l'été avec Seth Jarvis. Puis je pense pas que la Ligue nationale croit que ça, franchement, que ça fait tellement de sens pour la plupart des joueurs de vouloir le faire. Surtout dans le cas de Seth Jarvis, il n'y a pas personne qui semble comprendre sur son côté pourquoi il va attendre jusqu'à l'année, je pense, 2032 d'aller chercher 15 millions. C'est un peu bizarre, là. C'est sûr que ça a aidé les Hurricanes. Sur le côté de McCabe, ça fait un peu plus de sens parce que ça a aidé le montant sur le cap pour Toronto, mais en même temps, dans le cas de McCabe, ce que j'apprends, c'est que ça aide sa situation de taxe aux États-Unis après sa carrière. En tout cas, c'est un peu compliqué, là, mais ça, c'était plus à aux deux sens où ça aidait les deux côtés de différer. Mais qu'est-ce que je m'ai fait dire hier, c'est que ça va être très unique et très rare que la plupart des joueurs vont être dans cette situation-là. Que ça a été pas mal unique à Jake McCabe. On verra bien. Mais l'autre chose aussi que je te dirais là-dedans, c'est que je crois que la Ligue et l'Association des joueurs vont gérer cette affaire-là dans la prochaine convention collective. Je pense qu'on va vouloir dire pourquoi que c'est même un règlement qu'on a là-dedans présentement, ça ne fait pas de sens. On verra, là. Puis c'est sûr qu'il faut que les deux côtés sont d'accord avec ça. Mais j'ai l'impression que ça va être une discussion dans la convention collective. Ouais. Parce qu'il ne faut pas que ça devienne un cirque comme Ohtani avec les Dodgers, qui a un salaire de 2 millions puis que 68 millions est différé. Parce que, honnêtement, du point de vue de McCabe, c'est bourré de sens.
je suis dans un endroit où est-ce qu'il y a beaucoup d'impôts, je vais recevoir une partie de mon argent, ou est-ce que je serai dans un endroit où est-ce qu'il y a moins d'impôts? Pour une fois que Exactement. les équipes imposées ont un certain avantage à faire ça, mais j'ai hâte de voir effectivement Ouais. comment tout ça va tourner. Ouais. Je Pierre, pense qu'on va en parler encore une fois. ah oui, je suis pas inquiète. C'est entretenu dans les derniers jours avec Darcy Kemper aussi, qui a eu la chance de retourner à Los Angeles. Il devait être content d'apprendre la transaction. On a beaucoup parlé, évidemment, point de vue du Québec. On a couvert beaucoup ça de l'aspect Pierre-Luc Dubois. Mais dans tout ça, il y a Kemper qui faisait un retour à LA. Oui, c'était le joueur qu'on a oublié dans cette transaction, évidemment, parce que c'est Pierre-Luc Dubois qui est le gros nom. D'ailleurs, Pierre-Luc Dubois qui va bien avec Washington en début de saison. Mais tu sais, j'ai fait un papier sur Kemper parce que moi, je crois fortement. Premièrement, quand les gardiens arrivent à Los Angeles, tout à coup, leur chiffre s'améliore. On l'a vu avec plusieurs gardiens dans les dernières années. Cam Talbot l'année passée, Corpi Salo en fin de saison il y a quelques années. On joue un style de jeu que les Kings, qu'habituellement, ça aide les gardiens. Cette année, par exemple, les Kings essaient de jouer un peu plus offensivement. Il faut quand même faire note de ça. Mais lorsque j'ai parlé avec Darcy Kemper il y a quelques semaines, il était tellement heureux lorsqu'il s'est rendu compte qu'il se faisait échanger à Los Angeles. Je pense pour les raisons qu'on vient de mentionner, mais aussi parce qu'il avait déjà été à Los Angeles. Moi, j'avais oublié ça, mais il était là en 2017 comme jeune homme pendant une saison, puis il a vraiment aimé ça. Alors, il était heureux de se faire échanger là. Mais à la fin de la journée, la raison que je dois faire un papier sur lui, c'est que quand on regarde ça dans le contexte des gardiens canadiens, là, on a parlé pas mal. Là. Darcy Kemper, s'il connaît un mois où il y a une des meilleures moyennes dans la Ligue nationale, écoute, je pense que les dirigeants de l'équipe canadienne doivent regarder tout ça. C'est un gars qui a gagné la Coupe il y a 2 ans avec Colorado. Tu sais, je sais Pierre, pas. Ça va être intéressant, selon moi. S'il parvient sans Drew Doughty, en plus, ça aussi, ça rajoute à ses Ouais. statistiques. Absolument. Absolument. Ben, écoute, dans le monde des gardiens, c'est tellement plus difficile à prédire leur rendement maintenant dans le hockey moderne, puis on a parlé de ça aussi. Mais je pense qu'on oublie que oui, Darcy Kemper, ça a été absolument oubliable, son rendement, puis sa saison est passée à Washington. Il a perdu sa job partante à Charlie Lindgren. Mais c'est quand même un gars qui a gagné une coupe il y a 2 ans de Colorado. Je comprends qu'il n'a pas été... C'est pas la raison qu'on a gagné la coupe, mais je peux dire que l'Avalanche n'ont pas vraiment réglé leur affaire d'un but, eux autres non plus, depuis que Darcy Kemper est sorti de là. Alors, fait que faut lui donner un peu de crédit quand même, qui a fait partie de l'équipe quand ils ont finalement gagné à Denver. Alors, je trouve ça intéressant des histoires de même parce que je pense que chez les gardiens, on est vite fait, comme journaliste et partisan, de dire « Ah, ce gars-là, il est fini. Mm-hmm. C'est fini, lui. » Mais la réalité, c'est que tu changes d'équipe, tu changes de système, tout à coup, les choses changent. Je pense que ça va arriver de Darcy Kemper à Los Angeles cette année. Puis c'est une réalité aussi. On l'oublie un peu, mais les joueurs qui gagnent la Coupe Stanley à leur dernière année de contrat et qui re-signent ailleurs, tu sais, t'es sur ton high, t'es très heureux, t'as la Coupe Stanley au bout des bras. On l'a vu récemment avec Brandon Montour qui vient de gagner la Coupe. Là, on s'en va du côté de Seattle. Kemper, ça a été le cas. Kadri, ça a été la même chose avec les Flames. Oui, c'est sûr que notre valeur est au maximum et on tire avantage de ça parce que tout le monde veut avoir des champions en titre de la Coupe Stanley. Mais peut-être que ça, c'est pas évident pour un joueur de gagner la Coupe. Et là, t'es encore sur l'extase, mais t'es avec tous des joueurs qui n'ont pas vécu ça, eux, dans la chambre. Ben, il a signé avec Washington 3 semaines après qu'il avait la Coupe Stanley dans ses mains à Denver. Mm. C'est pas évident. Émotionnellement, il m'a dit que c'était difficile. Mais je pense qu'il savait mentalement, là, même avant ça, que c'était pour être difficile pour lui d'être capable de signer à Denver. Justement, tu as mentionné Kadri. Kadri, c'était une grosse perte pour l'Avalanche. Vraiment, là, le Middlestad va bien comme leur deuxième centre, mais ça a été une longue période que remplacer Kadri après la Coupe Stanley a été très difficile pour Colorado. Évidemment, la même chose avec lui. Kadri a dû faire la même décision que Darcy Kemper. C'est notre dernière chance comme joueur dans la Ligue nationale de capable de faire de l'argent le 1er juillet. On a une famille, on doit faire... quand l'argent est tellement différent, là, je peux dire que les offres de Colorado pour Kadri et Kemper, c'était même pas proche de ce qu'ils ont reçu avec leurs nouvelles équipes. Faut que tu comprends pourquoi que le joueur a fait la décision qu'il a faite. C'est facile comme partisan de dire ben, tu devrais jamais partir en équipe de Colorado. Oui, mais tu joues quoi, 8, 9, 10 ans dans la Ligue nationale? Tu as une petite fenêtre de faire ton argent.
Puis, pas tout le monde, après leur carrière, qui rentre dans d'autres choses. Moi, je comprends absolument quand le joueur prenne sa décision-là, parce que c'est une décision de famille, vraiment, de finalement faire de l'argent. Puis c'est pas tous les joueurs qui ont la chance d'arriver joueurs autonomes au moment où est-ce que leur valeur est à leur maximum. Il y a des joueurs qui vont frapper leur apogée, mais ils ont encore 3 ans de contrat, puis ils ont le temps de régresser d'ici là. Alors moi, j'ai pas de problème avec ça. Chapeau à eux, ils ont bien fait d'aller faire sauter la banque. Merci Pierre pour une autre édition du podcast Radar. C'était ce qu'il y avait sur ton radar cette semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Oui, monsieur, on verra bien. Mercredi prochain, je suis en Floride avec mon fils pour un tournoi de hockey. Alors, il va falloir voir peut-être un ajustement au radar. On verra bien. On s'en reparle. Parfait. D'ici là, rendez-vous sur les différentes plateformes de la Commission athlétique. Avant de vous parler de tout ça, c'est les meilleurs codes sur ubet.io sont disponibles 24 heures avant. Et vous savez qu'il y a plusieurs podcasts de la Commission athlétique. Je vous envoie un extrait de l'excellent podcast Processus. Je donne un léger avantage aux Canadiens. Léger? Oui. Dans la catégorie espoir. Un gros avantage aux Canadiens. Énorme avantage. Je pense que les Flyers sont en train quand même de construire une équipe qui va être très physique, en plus d'avoir du talent. Et ça, en série, il faut le considérer. Alors, j'aime quand même la vision où les Flyers s'en vont. Dans les deux cas, il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas fait leurs preuves. Ouais. Alors, tu sais, il faut quand même être prudent avant de proclamer qu'une reconstruction est nécessairement 10 000 avant celle de tout le monde. Il ne faut pas être trop blanc ou noir avant de proclamer des futurs champions de Coupe Stanley, des futures grandes équipes. Tout ce que je peux te dire, c'est que le Canadien est sur la bonne voie.